Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette troupe qui m'a l'air de fonctionner parfaitement bien, mais c'est le cas chaque soir à 18h30, puisque chaque soir, de nouveaux talents, de nouveaux invités, et puis un nouvel auditoire vient se greffer ici sur cette room, les Speakers Conference Club. Alors ce soir, nous avons un invité particulier parce que c'est Bruno Marion qui est moine futuriste. Et avec lui, nous allons envisager de disserter sur une thématique qui peut-être vous a attiré. Le chaos, c'est pas le bordel. Alors, est-ce parce que le nom de l'invité vous disait quelque chose? Est-ce le titre qui était vendeur? Nous allons le savoir quand vous exprimerez. Vous êtes les bienvenus tout à l'heure, quand vous le souhaiterez. Mon nom est Christian Poncet et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans le rôle du facilitateur tout au long de cette room. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons rouler en BM. BM comme Bruno Marion. Alors, je fais cette petite analogie dont tu me pardonneras peut-être, Bruno, parce que toi-même, tu as beaucoup roulé tout autour de la Terre. Combien de pays as-tu visité? J'en ai pas la moindre idée. Avant, je le marquais. Donc, je sais que c'est plus que 100, je crois. Donc, il m'en reste encore une centaine. Mais je me souviens plus. Bien. Bonsoir à tous au fur et à mesure que vous arrivez. Le chaos, c'est pas le bordel, c'est le titre de cette room, avec Bruno Marion, moine futuriste, mais avant de s'engager dans les ordres, il y a eu peut-être un certain désordre dans ta vie, Bruno. C'est ce que nous allons chercher à savoir. Ceci n'est pas un interrogatoire, c'est tout à fait bienveillant. Tu nous parles de chaos, tu vas nous en parler, tu l'as découvert au fur et à mesure de tes rencontres, et c'est pourquoi j'insistais sur les voyages. Mais de ton côté, il y a eu une vie avant le chaos. Oui, et tu veux connaître ma vie avant le chaos. Alors, en fait, moi, plus que du chaos, ce dont j'aime parler, c'est de l'ordre caché du chaos. C'est pour ça que je dis que le chaos, c'est pas le bordel. Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé dans des grands groupes. Et donc ça, en deux phrases, en fait, ça résume ma vie avant de faire ce qui est ma passion aujourd'hui, c'est-à-dire de convaincre ceux qui ne le sont pas encore que le monde vit une transition tout à fait, enfin quand je dis le monde, c'est le monde des humains surtout, vit une transition tout à fait exceptionnelle de par sa vitesse et de par son échelle, et de montrer que cette transition, elle est pleine de risques et pleine d'opportunités. Et moi, ma mission, c'est de trouver et de partager ces outils, de montrer comment on peut prospérer dans ce monde qui, je crois, que j'observe en tout cas, est devenu de plus en plus incertain. Alors justement, puisque tu parles d'un certain, il y a cette expression, ou en tout cas cet acronisme que tu dois connaître, VICA, pour désigner le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, volatile, incertain, complexe et ambigu. Ça, c'est peut-être ce que tu as découvert dans ta deuxième vie, puisqu'il y en a eu une première à laquelle tu faisais allusion, cette vie dans les entreprises. Le déclencheur pour arrêter cette première vie, ça a été quoi? Alors en fait, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant, et toutes les raisons de penser que j'aurais pas d'enfant biologique. Ça me fait un peu bizarre de raconter ça aujourd'hui parce que à la fois je n'ai toujours pas d'enfant biologique, et en même temps celui qui est mon fils adoptif, qui est chinois, a eu un enfant aujourd'hui. Donc je le sais depuis 3 heures, et donc du coup je me sens un peu grand-père. Donc du coup raconter cette histoire prend une teneur un peu particulière aujourd'hui. Mais si je reviens en arrière, quand j'avais 36 ans, j'avais toutes les raisons de penser que je n'aurais pas d'enfant biologique. Et à l'époque, j'avais pas la moindre idée que j'aurais une petite famille que j'appelle composée, comme aujourd'hui. Et le Mhm. fait de ne pas avoir d'enfant à 36 ans, tu sais, quand tu regardes autour de toi à 36 ans, tout le monde quasiment a des enfants. Tes amis, tes cousins, tout le monde a des enfants. Et du coup, chaque dîner, chaque rencontre est là pour te rappeler ta différence. Et du coup, j'ai commencé à me poser cette question. Quel allait être mon legs? Qu'est-ce que j'allais laisser à l'univers et surtout aux enfants de mes amis, puisqu'a priori, je n'allais pas laisser mon ADN.
Et du coup, ça a développé chez moi une sorte d'hypersensibilité aux enfants des autres et à me dire qu'est-ce que non seulement je vais leur laisser, mais qu'est-ce que on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde. Et moi, à l'époque, j'avais déjà beaucoup voyagé, j'avais vécu dans plusieurs pays asiatiques, j'avais écrit plusieurs livres sur les us et coutumes dans les pays asiatiques. Et de tous ces voyages, de toutes ces expositions à des cultures différentes, à des mondes différents, j'avais déjà à l'époque le sentiment, alors depuis, je pense qu'il y a un certain nombre de faits objectifs, mais à l'époque, c'était plutôt un ressenti que le monde traversait, ce que j'ai dit, une transition absolument incroyable, pleine d'opportunités et pleine de risques. Et j'avais le sentiment que si on ne comprenait pas cette transition, on allait être plutôt du côté des risques. Et donc, j'ai décidé de quitter mon boulot. J'avais un boulot plutôt bien payé, qui Tu fais faisait bien quoi? dans les dîners en ville. J'étais directeur commercial et marketing d'une très grosse boîte. D'accord. Et là, j'ai commencé c'est là que j'ai commencé à consacrer toute ma vie à essayer de comprendre cette transition. Et donc là, tu l'as dit, commencé à voyager encore plus. C'était une époque où on pouvait encore prendre l'avion. Ça paraît bizarre de raconter ça aujourd'hui. On se souciait pas beaucoup de son empreinte carbone. C'était il y a 20 ans. Ouais, Et c'est là, clair, ouais. chaque année, je faisais un tour du monde et j'ai rencontré des centaines, des milliers, je pense, aujourd'hui, de personnes qui, je pensais, pourraient m'aider à comprendre cette transition, à trouver les outils. Alors, j'ai rencontré des gens super riches, des gens super pauvres, des détenus en prison, des hommes et des femmes politiques, des artistes, des gourous en Inde, des gourous dans la Silicon Valley. Ils font pas la même chose, hein, c'est pas les Ah, mêmes. Beaucoup de gens dans des journalistes de guerre, des membres de forces spéciales, des gens qui étaient exposés à l'incertitude pour avoir un peu leur conseil. Donc j'ai fait ça pendant des années et des années. Et puis en fait, plus je voyageais, plus je rencontrais de personnes, en fait, moins je comprenais. Alors ça paraît un peu une boutade quand je le raconte comme ça aujourd'hui. Et en fait, il y a une certaine logique derrière tout ça, c'est que je comprends maintenant, mais que je comprenais pas à l'époque, ouais. c'est que plus je m'exposais à la complexité du monde, bien plus je la découvrais. Et Et puis plus alors moi, c'était aussi, perturbant. j'avais en plus de ça l'impression de m'exposer à la souffrance du monde. Euh, tu sais, je rencontrais des gens super riches qui me paraissaient complètement paumés. Plus ça allait, et moins les choses n'avaient de sens. Et pour moi, c'était très douloureux. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que c'était le bordel, que ça allait pas à la fois dans ma vie et dans le monde. Mais alors, quand tu es parti en voyage, tu cherchais une explication, à quoi exactement? Alors, ce que je cherchais, c'est à comprendre les, la nature de la transition que nous étions en train de vivre et que nous sommes encore en train de vivre. Et surtout, je cherchais les outils. Et c'est ça qui était dramatique pour moi, c'est que plus je voyageais, je lisais, je lis encore plus de 100 livres par an. Donc, toi, plus je lisais, plus je voyageais, plus je rencontrais de gens, moins je comprenais. Et alors, je me souviens un jour, j'arrive à Hong Kong. Alors, je connaissais déjà bien Hong Kong. J'ai vécu à Hong Kong un petit moment. Mais là, je sais pas, l'espèce de d'épuisement multiple, l'épuisement de l'avion, d'abord, du décalage horaire, mais je pense surtout l'épuisement mental, émotionnel, de pas y arriver, et puis de m'exposer. Je suis dans un hôtel. Alors pour l'anecdote, il s'appelle le Mira Hotel. C'est là où a commencé l'affaire Snowden pour ceux qui connaissent, qui ont vu le film ou le documentaire. Donc j'étais dans le même hôtel, mais c'était avant, hein. C'était des années avant. Et je regarde par la fenêtre. Pour ceux qui connaissent Hong Kong, c'est à Kowloon. Et j'étais assez haut dans les étages et je regarde en bas. Je sais pas, je vois les gens comme des fourmis. Je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'on fout, quoi? C'est quoi notre vie à part d'aller
d'un centre commercial à un autre centre commercial. Et là, je suis vraiment désespéré. Je me dis, c'est le bordel, quoi. On va pas y arriver. C'est le bordel complet. C'est le chaos. Et au moment où je me dis ça, je me dis, attends, Bruno, est-ce que c'est le chaos au sens c'est le bordel? Ou est-ce que c'est le chaos au sens scientifique du terme? Parce que peut-être qu'on le verra, moi j'ai beaucoup lu de choses sur les états les plus avancés de la science, les états les plus avancés de la philosophie, Ouais. les états les plus avancés des religions, des spiritualités, qui sont les principaux outils utilisés par l'être humain depuis des millénaires pour comprendre le monde. Et donc, je me suis dit, attends, si c'est le chaos du point de vue scientifique, alors ça veut dire qu'il y a un ordre ou des ordres cachés qu'on peut utiliser et surtout dont on va pouvoir faire des outils pour notre vie personnelle et notre vie collective. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai relu tout sur le sujet, j'ai re-rencontré des experts et de l'incertitude et de la complexité, et je suis arrivé à la conclusion que oui, le monde dans lequel nous vivions était devenu plus incertain. Je pourrais expliquer qu'est-ce qui l'a rendu plus incertain, mais de toute manière, le résultat, c'est qu'il était devenu plus incertain parce qu'il était devenu plus chaotique au sens scientifique du terme, et que si on comprenait ça, eh bien, on pouvait prospérer dans ce monde plus chaotique et en faire quelque chose de génial pour soi et pour les autres. Voilà, c'est ce que l'on va essayer de développer ce soir avec Bruno Marion, qui est un moine futuriste et qui, vous l'avez vu, vous a raconté un tout petit bout de son parcours. Et on va se prendre par la main tous ensemble pour essayer de mieux comprendre la démarche de Bruno. Vous allez pouvoir lui poser des questions tout au long de cette room. Et puis, on va voir où tout cela nous emmène. Alors, le chaos, c'est pas le bordel, c'est le titre de la room. Chez nous non plus, c'est pas le bordel parce que c'est organisé de manière un peu bicéphale que je vous évoque à l'instant par deux entités, avec l'AFCP d'un côté, l'Association française des conférenciers professionnels, Philippe Boulanger pour la représenter est là ce soir, et puis un agent de conférencier, les speakers.com, avec Eric Blo qui est également là ce soir. Vous voyez que tout ça se tient, on va tous se tenir les coudes. Je précise quand même, Bruno, ce qui est étonnant dans ton parcours, c'est que tu as une première vie en entreprise, tu as un espèce de spleen que tu vas mener et qui va, lui, te mener à découvrir au fur et à mesure des rencontres, des voyages, ce qu'est le chaos et ce qu'il peut avoir comme ressources positives et productives. Et en fait, quand tu reviens, bah, tu vas en parler en entreprise. Donc la boucle, elle est un petit peu bouclée. Oui, pas uniquement. En fait, si tu veux, moi, il y a deux parties de ma vie. Il y a une partie, c'est un peu la partie moine de ma vie. Mmh. C'est la partie d'investigation où je lis beaucoup, où parfois, comme je l'ai dit, je rencontre des gens, mais c'est aussi des moments de solitude où je suis chez moi, dans ma maison résiliente ou ailleurs dans le monde. Et puis il y a la partie partage de ce que j'ai trouvé. Donc dans la partie partage, qui est effectivement celle qui me permet, entre guillemets, de vivre, là, il y a ce que je partage avec les entreprises. Je le partage également plus largement au travers des articles que je publie régulièrement, au travers de mes livres. Le dernier s'appelle Chaos mode d'emploi. J'ai une formation en ligne qui vient de sortir. Donc, si tu veux, c'est d'un côté le monde de l'entreprise, qui est effectivement un monde que je connais, puisque c'est de là d'où je viens. Je cherche également à partager le plus largement possible ce que je raconte, avec des gens qui ont des horizons différentes, et aussi avec, pour moi, un point très important, c'est avec les plus jeunes. Si tu te souviens le début de l'histoire, voilà, j'ai cet attachement de ce qu'on peut laisser, de ce que je peux laisser, et donc de partager mes outils également avec les plus jeunes, même ceux qui ne sont pas encore dans le monde de l'entreprise. Bien. Comment elles te reçoivent les entreprises? Parce que c'est quand même parler de chaos dans le monde de l'entreprise, ça peut dépoussiérer un peu, quoi. Ça décolle un peu la pulpe du fond. Oui, alors encore une fois, je parle plus de prospérité dans l'incertitude que de chaos. D'accord? Les théories du chaos, c'est qu'un outil. Euh, Ça n'est que utiliser des analogies avec ce qu'on connaît le mieux, le plus avancé de la science. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce sont les outils qui en découlent.
Alors, pour te dire comment c'est reçu, si tu veux, il y a, tu sais, c'est très différent. Je vois les choses évoluer. Il y a encore peut-être 5 ans, a fortiori, il y a une dizaine d'années, quand je partageais ma vision du monde, je pense qu'il y avait 80 ou 90% en particulier des dirigeants qui me regardaient comme un espèce de fou hystérique, et 10 à 20% pour qui j'étais le messie. C'est-à-dire qu'enfin, ils trouvaient quelqu'un qui à la fois mettait des mots sur ce qu'ils vivaient, à la fois dans leur vie personnelle Mmh. et dans le cadre de leur entreprise, dans le cadre de leur organisation, et qui du coup étaient avides non seulement d'écouter mes outils, mais surtout de les mettre en place. Aujourd'hui, et alors j'ai envie de dire surtout depuis un an, mais honnêtement c'était déjà le cas depuis un an, je dirais que ça a basculé, c'est l'inverse. Je dirais qu'il y a 80-90% des dirigeants, surtout quand tu es en tête à tête avec eux et pas en public, qui voient très très bien ce monde incertain, ce monde VICA dont tu as parlé. Et donc aujourd'hui, ce qui était relativement difficile pour moi il y a 5 ou 10 ans, aujourd'hui, tout le monde comprend, et c'est beaucoup plus facile pour moi de partager à la fois ma vision et encore une fois surtout les outils. Alors, comment le moine, futuriste que tu es évangélise les entreprises? Comment tu les aides? Alors, moi, ce que je veux partager avec les entreprises et avec vous, avec tout le monde, c'est que le chaos, c'est pas le bordel. Que le chaos, c'est un état du point de vue scientifique. Mmh. Tu sais, c'est un peu comme l'eau. L'eau peut avoir plusieurs états. Oui. L'eau, elle peut être liquide, elle peut être gazeuse et elle peut être solide sous forme de glace. Là, c'est un peu l'heure de l'apéro. Euh, et c'est ni bien ni mal, c'est à des états différents. Eh bien, le chaos, du point de vue scientifique, c'est pareil. C'est ni bien ni mal. C'est l'état de ce qu'on appelle un système. Alors, un système, c'est quoi? Bah, toi, tu es un système. Moi, je Mmh. suis un système. Ta famille est un système. Si tu as une entreprise ou si tu travailles dans une entreprise, l'entreprise est un système. La France est un système. L'humanité est un système. Bref, c'est un ensemble de choses qui interagissent avec d'autres choses. Souvent, je dis, c'est des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Voilà, si vous retenez ça, c'est le truc le plus important. Eh bien, un système, comme l'eau, peut avoir plusieurs états. Un système peut être stable. Ah, bah, je sais pas, peut-être que tu es relativement stable sur ta chaise, tu bouges pas ou pas trop. Si jamais quelqu'un vient te pousser sur ta chaise, tu vas te mettre à osciller. Un peu comme une balançoire. Donc tu pousses la balançoire se met à osciller sans trop s'éloigner de l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'oscillation. Donc un système, première étape possible, peut-être à l'équilibre, il ne bouge pas. Alors le vrai équilibre total, c'est la mort. Hein. Donc c'est pas pour Ouais. un être humain, c'est pas top. Hein. Non. Soit il oscille sans trop s'éloigner de l'équilibre. D'ailleurs, un être humain, on oscille, on a des bons jours, des bons moments, des mauvais moments, sans trop, si tout va bien, s'éloigner de l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle un système linéaire. Ça veut dire quoi? C'est un système, une fois qu'on l'a compris, on peut le prévoir et le contrôler. Tu vois, c'est un petit peu comme un thermostat. S'il fait trop chaud, si tu as la climatisation, s'il fait trop chaud, le thermostat met la clim en marche, la température baisse, et quand il fait trop froid, le thermostat arrête la climatisation, la température remonte, etc. Il fait trop chaud, il remet la clim. Donc la température oscille sans trop, si ça marche bien, si le thermostat marche bien, sans trop s'éloigner de l'équilibre. Ça, c'est super important parce que notre esprit, notre cerveau, notre manière de voir le monde est très attaché à interagir avec des systèmes linéaires. C'est ce qu'on a appris à l'école, même si on n'a pas fait de grandes études. Combien de temps il faut pour remplir une baignoire avec un robinet qui coule 2 litres, enfin, etc. Si vous avez des enfants, en général, vous vous souvenez de ça assez facilement. Ça, encore une fois, j'insiste, ce sont des systèmes linéaires à l'équilibre ou qui oscillent pas trop loin de l'équilibre. Et retenez simplement le point important, c'est qu'une fois qu'on les a compris, ces systèmes, on peut les prévoir et les contrôler. Ce qu'on apprend des théories du chaos,
c'est qu'à partir d'un certain point, qu'on appelle le point de déclenchement en français, qui est peut-être plus connu sous son nom anglais de tipping point, à Mmh. partir du point de déclenchement, à partir du tipping point, le système peut sortir de l'équilibre. Et là, il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification. C'est-à-dire que c'est comme le thermostat de tout à l'heure, il est devenu fou. C'est-à-dire que, souviens-toi, il fait trop chaud, il met la clim, et quand il fait trop froid, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'arrêter la clim, il la remet, et il la remet encore plus fort. Plus il fait froid, plus il fait froid, plus il fait chaud, plus il fait chaud. Eh bien, l'état chaotique, du point de vue scientifique, c'est ça. C'est un état où il y a des phénomènes d'auto-amplification. Eh bien, aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, tout particulièrement parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre, parce que nous n'avons jamais été autant connectés les uns aux autres, et qu'un certain nombre de phénomènes s'accélèrent, pas tous. Ouais. Eh bien ça favorise ces phénomènes d'authentification, ça favorise le chaos et l'incertitude. Aujourd'hui, on l'a très bien vu, par exemple, avec la crise sanitaire du Covid, plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre. Enfin, il y a plein de, parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux et aussi connectés, il y a plein de phénomènes comme ça. Avant, dans le monde d'avant, on parlait de crise cyclique. Alors moi, je suis pas économiste, mais c'est la bulle, quoi. Quand ça monte, ça monte, ça monte, hop, ça explose, ça redescend, ça monte, ça monte, ça monte, hop, ça redescend. Eh bien aujourd'hui, alors il y a toujours des crises cycliques, et en plus, nous avons ce qu'on appelle des crises systémiques ou des polycrises, c'est-à-dire qu'une crise sanitaire, par exemple, au départ, peut déclencher une crise économique, qui elle-même peut déclencher une crise sociale et politique. Regarde ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, qui elle-même peut redéclencher une nouvelle crise économique, enfin, etc. Plus ça va mal, plus ça va mal, plus ça va C'est un bien, peu plus ce que ça l'on va voit à l'image du monde en ce moment, hein. Alors, tu me parlais tout à l'heure d'outils que tu utilises. Quels sont ces outils? bien. Alors moi, je parle des cadeaux du chaos. Euh, et il y a trois cadeaux essentiels. La première chose, c'est euh, ce qu'on vient de voir, ce sont ces effets d'authentification qui sont très connus dans les théories du chaos et j'en suis sûr par beaucoup d'entre vous sous le nom de effet papillon. C'est-à-dire qu'un petit phénomène s'amplifie, 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 s'amplifie et peut éventuellement donner un énorme résultat, avoir un énorme impact. Comme Ça, un c'est petit le virus qui premier cadeau du naîtrait, chaos. quelque part en Chine et qui se propagerait dans le monde entier. Par exemple, c'est le premier cadeau du chaos. Imagine que tu puisses, en changeant des tout petites choses, dans ta vie personnelle, par exemple, et je te donnerai des exemples, en répétant ces choses-là, tu vas avoir des phénomènes d'auto-amplification qui te permettent de réaliser ce que j'appelle ton rêve, ou tout simplement tes objectifs. La première chose sur laquelle on pourra revenir, c'est le premier cadeau du chaos, ce sont l'effet papillon. Si tu veux, avant, pour changer les choses, c'était le capitaine du bateau, le capitaine de l'entreprise qui donnait un grand coup de barre. Non, 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 aujourd'hui, on va mettre en place un ensemble de petites choses qu'on pourrait appeler dans la culture de l'entreprise, par exemple. Un exemple, c'est là, chez nous, par exemple, on ne fait pas de réunion assis, on fait des réunions debout. Chez nous, on fait une minute de silence. Chez nous, on fait ceci. Voilà, mettre en place des toutes petites choses. Et le point important, c'est les répéter, les répéter, les répéter, ne pas lâcher l'affaire pour créer ce qu'on va appeler des émergences. Ça, c'est Mmh. le premier cadeau du chaos. Et j'espère que je pourrais revenir avec plein d'autres exemples. Le deuxième cadeau du chaos, c'est que justement, le chaos, c'est pas le bordel. Il y a un ordre caché. Dans la vie, il y a ce qu'on pourrait appeler le désordre, le hasard. Ben là, on peut rien prévoir. Alors, il peut y avoir des effets statistiques sur des grandes masses, mais globalement, individuellement, on ne peut pas prévoir le désordre, le hasard. Et puis, il y a de l'autre côté, à l'opposé, ce qu'on appelle l'ordre. Ben, c'est les systèmes linéaires dont j'ai parlé. Une fois qu'on a compris, on peut prévoir et contrôler. D'un côté, le désordre, on ne peut pas prévoir, pas contrôler. De l'autre côté, l'ordre, on peut prévoir et contrôler. Eh bien, le chaos, c'est un autre état. C'est ça qui avait eu le prix Nobel à Prigogine, par exemple. Mmh. C'est de découvrir un autre état. Enfin, il existait, mais de découvrir la manière de le nommer et de le comprendre. Eh bien, le chaos, à la fois, écoute bien, parce que ça c'est subtil, à la fois, on ne peut pas prévoir, et Oui. en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi.
Je répète, à la fois on ne peut pas prévoir, comme le désordre, et en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi, un peu comme l'ordre. C'est ce qu'on appelle dans les théories du chaos un attracteur étrange. Eh bien, imagine que dans ta vie personnelle, dans ton organisation, ton association, ton entreprise, dans un monde où, de toute évidence, on ne peut plus rien prévoir, en même temps, tu puisses faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi. Rien que ça, ce serait énorme. Eh bien, les deux principaux cadeaux du chaos, ce sont l'effet papillon. Comment, en changeant des toutes petites choses dans sa vie personnelle, par exemple, on va pouvoir créer des émergences, des choses énormes. Et comment, dans ce monde incertain où on ne peut pas prévoir, on puisse faire en sorte que malgré tout, il ne se passe pas n'importe quoi et qu'on puisse aller là où on a envie d'aller. Ouais. Ça rappelle quand même une phrase un proverbe chinois qui dit: «Celui qui veut déplacer la montagne commence par déplacer les petites pierres». C'est un peu ça dont tu nous parles. Euh, oui, je sais pas exactement d'ailleurs. Je vais y réfléchir parce que un de mes principes, c'est quand je sais pas, je dis je sais pas. Donc Bah je te oui, dis je sais pas. d'accord. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit pareil parce que quand tu déplaces les petites pierres, on est encore dans un système linéaire. Moi, je le prendrais puisque tu utilises l'image de la montagne, plutôt l'image de la boule de neige. Oui. C'est-à-dire que ça serait un petit caillou, non pas que tu déplaces, mais un petit caillou qui serait en haut et qui, comme une boule de neige, grandirait, grandirait, et plus il grandit, plus il grandit, comme la boule de neige. Eh bien, c'est ça, les phénomènes d'auto-amplification. Alors Bruno, tu nous as parlé de 2 cadeaux, hein, l'effet papillon, l'ordre caché dans le désordre. Il y en a d'autres des cadeaux? Oui, il y a ce qu'on appelle également les images fractales. Moi, je parle de lunettes fractales qui permettent de voir le monde non plus tel qu'il est, ou tel qu'il était, pardon, mais justement tel qu'il est. Je pense qu'on voit apparaître là aussi un monde qui n'est plus linéaire, mais qui est fractal. Alors, c'est le cadeau qui est le plus difficile à partager sans images, parce que je rêverais de pouvoir vous montrer évidemment des images. Le plus simple, c'est de taper sur Google Images fractales et vous verrez tout de suite qu'est-ce que c'est qu'une image fractale. C'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique à elle-même, quel que soit le niveau d'observation. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus fractal. Je voudrais te donner juste un exemple. C'est qu'avant, on était dans un monde où les frontières étaient très, par exemple, les frontières géographiques, les frontières nationales étaient très définies, elles le sont encore. Ce qui l'est moins, ce sont les frontières culturelles. Moi, je pense qu'il y a un peu de Chine en France, de France en Chine, d'Inde, enfin, etc., etc. Et que ça, c'est nouveau. Et que les lunettes fractales permettent d'identifier, de mieux comprendre. C'est plus les lunettes, donc c'est moins un outil pratique. Les outils pratiques, c'est vraiment les deux cadeaux du chaos que sont l'effet papillon et l'attracteur étrange. Voilà, donc on est à ce point de notre room avec Bruno Marion, qui est moine futuriste et qui nous parle du chaos et de ce qu'on peut aller puiser dans le chaos, d'où le titre de la room, le chaos, c'est pas le bordel. Et en fait, dans ce monde incertain que nous vivons toutes et tous, et en particulier depuis un an, bah Bruno va nous donner en quelque sorte des raisons d'espérer. Alors je m'adresse à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. À tout moment, vous pouvez lever la main, vous exprimer, évidemment, pour nous dire un peu comment vous le vivez ce monde incertain, comment vous avez envie de réagir par rapport aux propos de Bruno. Bruno, tout ça n'est pas tombé du ciel. Je ne fais pas allusion à ton statut de moine futuriste, bien évidemment, mais où es-tu allé chercher ces théories auprès de qui? Comment se sont-elles formées dans ton esprit? Alors, si tu veux, moi, comme je te disais tout à l'heure, parmi les clés de compréhension que j'ai utilisées, ce sont celles qui historiquement sont utilisées depuis des millénaires par l'être humain, à savoir les religions et la spiritualité, les sciences ou la science et là où les philosophies. Et en fait, chacun de ces domaines a été plus ou moins dominant pendant une certaine époque ou dans un certain lieu géographique. Alors on va dire qu'au cours des 2 ou 3 derniers millénaires,
dans la plupart des endroits dans le monde, les religions et les spiritualités étaient la clé de compréhension la plus utilisée. Depuis 300 ans à peu près, la science, en tout cas dans les pays occidentaux, a été la clé principale. Et puis la philosophie a été plutôt des petites poches temporelles et géographiques selon les époques. Donc moi, je me suis intéressé à ces trois domaines. Moi, je suis ingénieur de formation, donc Rationnel mon quand même. domaine de prédilection était plutôt le côté scientifique. Et donc, du coup, je me suis intéressé à ce que je connaissais et surtout à ce que je ne connaissais pas. Et donc, aux spiritualités, aux religions, en particulier aux spiritualités asiatiques, par exemple, que je ne connaissais pas du tout, et à la philosophie, par exemple, la philosophie qui est pour moi la plus avancée aujourd'hui, la philosophie intégrale. Et donc, sur les théories du chaos, c'est quelque chose d'assez récent, selon ce qu'on compte. Ce sont des dizaines d'années, en tout cas, pas des centaines d'années. Et tu sais, chaque époque a utilisé la science. Quand les ordinateurs sont sortis, on a dit que le cerveau fonctionnait comme un ordinateur. Ouais. Maintenant qu'on connaît les théories de la complexité, les théories du chaos, on dit que le cerveau fonctionne comme un système complexe et chaotique. Donc ça, à la fois, ce sont des analogies qui, entre guillemets, sont fausses, parce que c'est pas exactement ça, et en même temps, ce sont des grilles de lecture qui permettent d'avancer dans notre compréhension. Et donc, moi, je me suis attaché à ça pour comprendre ce monde, parce que c'est décrit un monde qui pouvait être à l'équilibre, osciller pas trop loin de l'équilibre, les crises cycliques, et puis un monde chaotique. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne m'est pas encore peut-être posé la question de, une fois qu'on a passé le tipping point, une fois qu'on est rentré dans cette phase chaotique, c'est qu'est-ce qui passe après? Eh bien, d'après les théories du chaos, et c'est ça que j'ai appris en lisant toutes les théories du chaos, c'est qu'il n'y a que deux possibilités. Une fois que le système a passé le tipping point, on a ces phénomènes d'auto-amplification qu'on Mhm. peut appeler des crises, hein, tout simplement. Dans le langage commun, on appelle ça des crises. Eh bien, il n'y a que deux choses qui peuvent se passer après. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, j'ai commencé par la mauvaise, comme ça on pourra finir et surtout travailler ensemble sur la bonne. Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est que le système peut s'effondrer. C'est le deuxième principe de la thermodynamique, tout redevient de la poussière, et Ouais. c'est aussi le point de vue de ce qu'on appelle aujourd'hui les collapsologues, la Ouais. collapsologie. Moi, j'ai lu tous les bouquins, je les connais pour la plupart. Il y en a certains, ce sont des amis, et je peux te dire, ils racontent pas n'importe quoi. Ce sont des gens, ils ont fait leur devoir, ils sont on ne peut plus sérieux. Moi, ce que je dis, c'est que c'est qu'une partie de l'histoire. Il y a une autre partie de l'histoire, c'est que d'après les théories du chaos, certes, le système peut s'effondrer et il peut également y avoir ce qu'on appelle une émergence, c'est-à-dire que un nouvel équilibre, un nouveau système, dans le cas de l'humanité, on peut parler réellement de nouvelles civilisations, peut émerger. Et moi, si tu veux, ce qui me fait lever tous les jours, c'est ça, c'est que je suis convaincu, tout ce que j'observe me laisse penser qu'aujourd'hui, on est là. On est à cette aube d'une transformation civilisationnelle absolument énorme, où on peut voir à la fois la plupart des choses qu'on connaît s'effondrer, ou au contraire, une nouvelle civilisation, allez, lâchons-nous, où on vit plus harmonieusement ensemble, émerger. Alors souvent, Alors, quand je raconte ça, les gens me disent, mais Bruno, tu es un doux rêveur. Oui, ouais. je suis un doux rêveur, ça je peux pas le nier. Mhm. Et en même temps, nous sommes le résultat de ces émergences. De l'atome à la molécule, de la molécule à Ouais. la cellule vivante, de la cellule à l'organisme, etc., jusqu'à l'être humain, pour ceux qui veulent croire qu'on est le nec plus ultra de la complexité, c'est challengeable. Donc moi, je pense qu'on est là. Voilà. Si tu veux, si je devais résumer, pour répondre à ta question indirectement, comment et qu'est-ce que j'ai appris des théories du chaos, c'est que ce que j'observe me laisse penser que nous avons passé le tipping point dans un certain nombre de domaines, quand j'observe tous ces phénomènes d'auto-amplification, et qu'aujourd'hui, on est là, à cet embranchement, et que je crois que ça vaut le coup de, ensemble, individuellement et ensemble, eh bien, d'œuvrer pour être plutôt du côté des émergences. Alors, ce que je te propose de faire, Bruno, c'est peut-être une petite analyse de ce qui vient de se passer depuis un an, parce que tu me dis, on est au tipping point, au point
bascule et de voir quels sont les signaux que tu as détectés dans les deux cas. Du côté un des collapsologues et de l'autre de ceux qui disent bah, il y a l'émergence de quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle civilisation. Et quels sont, de ton point de vue, les signaux dans un cas comme dans l'autre, qui pourraient, au vu de ce que nous venons de vivre depuis un an et même un peu plus. Oui, parce qu'on vient de vivre depuis un an et tout à fait un bon exemple pour illustrer mon propos. Tu sais, souvent, beaucoup d'amis me renvoient, un peu moins maintenant, mais pendant des mois et des mois et encore aujourd'hui, mais finalement, cette crise sanitaire, c'est pas grand-chose. Il y a eu des pandémies beaucoup plus graves. En Mhm. général, on me renvoyait toujours à la grippe espagnole et les autres plus anciennes, etc. La Et d'un peste certain point de vue, brune, c'est oui. tout à fait exact. On ne connaît pas exactement les chiffres pour la grippe espagnole, mais c'est entre 30 et 100 millions de morts. Aujourd'hui, on pense qu'on en est à 3, peut-être 6, selon les chiffres moins officiels. Et moi, je réponds que l'enjeu n'est pas là. À l'époque de la grippe espagnole, les gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils vivaient. Ça arrivait dans un pays et puis dans un autre, ça crée des drames. Mais il n'y avait pas une conscience planétaire de cet événement. Et l'information Aujourd'hui, ne circulait pas. l'information ne circulait pas, le virus circulait beaucoup moins vite. Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, de vous poser la question, qui savait où était Wuhan il y a un an et demi? Bon, moi, j'y suis allé pour la première fois il y a 20 ans, mais c'est pas très important. La question aujourd'hui, c'est qui ne sait pas où est Wuhan? Ouais. Il y a fin mars l'année dernière, il y avait à peu près de tête 100 000 décès attribués au Covid. Alors, il y en avait peut-être beaucoup plus, mais peu importe. C'est Mhm. l'échelle qui est importante, l'ordre de Ouais. grandeur. Il y avait à peu près 100 000 décès attribués au Covid. Moins d'un mois plus tard, fin avril, plus de la moitié de la population humaine était, c'est-à-dire plus de 4 milliards, plus de la moitié de la population humaine était sous une forme de confinement. Et moi, je me dis, c'est ça qui est important. Après, il y avait des gens à l'époque qui parlaient de grippette, un peu moins maintenant. Mon point, c'est pas ça qui est important. C'est quand un événement qui a créé une centaine ou des centaines de milliers de morts, ce qui est à la fois énorme pour les gens concernés et Ouais. à la fois du point de vue de l'humanité n'est pas un événement gigantesque, quand cet événement est capable de changer la vie de plus de la moitié, de manière significative, Oui. changer la vie de la moitié de la population humaine, là je dis il y a un exemple parfait d'auto-amplification. Un exemple parfait de rupture potentielle. Donc ça c'est la première chose que je vois, c'est des phénomènes d'auto-amplification, d'effets papillons absolument incroyables. Ce que je vois aussi, ce sont des accélérations. Il y a, moi, ma passion, ma mission, c'est d'observer les émergences, les choses nouvelles. Oui. Aujourd'hui, finalement, j'en vois assez peu, pour l'instant. Ce que je vois, par contre, c'est une incroyable, pour pas dire une infinie accélération de certaines émergences qui s'étaient produites avant. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, l'exemple du télétravail. Oui. Ça tout à fait intéressant. Mm. Si tu regardes comment le télétravail a été analysé au cours de la dernière année. Alors, quelques mois après, on va dire pendant le premier confinement, à la fin du premier confinement, tu pouvais prendre tous les journaux. C'était voilà le télétravail, ça va être le nouveau truc. On va pas revenir en arrière. Tu prends 3 mois plus tard, septembre, octobre à peu près. Et là, les chiffres sont retombés. C'est on est retombé à 20-30% de gens qui sont en télétravail. On dit, ah bah non, finalement, alors tu prends les mêmes journaux, mais là, les articles, c'est l'inverse. C'est bah non, finalement, le télétravail, ça va pas rester pour telle ou telle raison, les raisons inverses de il y a 3 mois. Alors, moi, je dis, on passe à côté du point important quand on voit ces informations-là. C'est avant la crise Covid, le télétravail, c'était, je me souviens plus des chiffres, mais bien moins de 10%. C'était quelques pourcents. Si aujourd'hui, si on reste après à 10, 20 ou 30%, et il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui l'ont annoncé, le groupe Stellantis par exemple, Peugeot, Citroën, Oui. a annoncé Oui. que Ils en font une nouvelle norme. l'essentiel
des gens qui le peuvent seraient en télétravail. Mais ça change tout. Si tu veux, ça va avoir des phénomènes d'authentification sur l'immobilier commercial, sur la restauration collective, Ah oui, sur les transports. Enfin, tu vois, bien sûr. Oui, oui. on est typiquement dans le cas des phénomènes d'authentification. Je voudrais prendre un autre exemple de choses qui se sont accélérées. Par exemple, moi, je viens de finir un livre, je ne sais pas s'il existe déjà en français, de Walter Isaacson, qui s'appelle The Code Breaker, la casseuse, parce qu'en l'occurrence, ça parle de Jennifer Doudna, qui a eu le prix Nobel, qui est une des deux qui a eu le prix Nobel pour la découverte de CRISPR, qui permet je résume de manière éhontée, mais qui permet de modifier la séquence génétique d'une cellule et donc d'un être vivant comme l'être humain, par exemple. Et dans ce livre, il montre très bien l'histoire du rapport à ce qu'on appelle l'ARN. C'est qu'un des composants, on croyait que c'était essentiellement l'ADN. On a découvert maintenant que finalement l'ARN était beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Oui. Ce qui fait aujourd'hui les vaccins Pfizer, BioNTech, ce qui font les vaccins Moderna, c'est fou. C'est-à-dire que si tu regardes, je crois que c'est le 10 janvier, il faudrait vérifier, en tout cas en janvier, la séquence ADN, la séquence génétique du virus, du coronavirus, était diffusée, mise en ligne par les Chinois. 2 jours après, le vaccin était fait par Moderna, je crois, en premier, et après par Pfizer. Le vaccin Pfizer est sorti avant eux. C'est-à-dire que moins d'un mois après, les vaccins étaient déjà en production. Au mois de juillet, août, des gens étaient déjà en test aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Et mon point est là, c'est que toutes ces techniques existaient déjà avant, mais pour beaucoup étaient pas très connues, étaient à l'état d'embryon, Oui. étaient connues par les spécialistes. Alors qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais plus combien de centaines de millions de gens qui ont été vaccinés avec une technologie qui globalement n'existait pas, en tout cas n'était pas répandue. Et en quelques mois, on a vacciné des centaines de millions de gens avec un vaccin qui n'existait pas il y a un an. Et donc voilà, j'observe ces phénomènes d'accélération. Ce qui a généré d'ailleurs ce phénomène de défiance, parce qu'il faut tellement de temps pour faire un vaccin habituellement que ça a un peu déstabilisé tout le monde. Alors je vous propose de faire une petite pause. On va pas passer de la pub, rassurez-vous. On va laisser déjà Bruno reprendre son souffle parce qu'il nous donne beaucoup de choses et avec un enthousiasme qui n'est pas fin. Et avant que vous ayez faim, je vous propose, vous, en tout cas, de réagir à ce que vous venez d'entendre depuis le début de cette room. Vous pouvez vous manifester. Je vais peut-être proposer à certains d'entre vous, je pense à Alec, par exemple, puisque vous êtes là, un peu au hasard. Qu'est-ce que vous pensez, Alec? Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, d'autres qui vous choqueraient éventuellement? Est-ce que vous souhaitez les partager avec nous? Ou Sarah, si vous êtes là? Ah oui, le principe de la room, c'est d'être interactif, hein. Christian, comme je suis là, comme tu m'as fait monter tout au début, Ah, je c'est suis Loïc Simon. Loïc Simon, là, qui Bah ouais, tu s'exprime. m'as oublié, toi, parce que tu dois être sur Zoom en train de regarder Non, les non, gens non, qui je te sont vois sur bien, Zoom. Loïc. Moi, j'avais Alors, une Loïc question Simon est un Bruno. conférencier et c'est l'artiste aussi du social selling. Ça pourra vous servir à toutes et à tous. Bonsoir Loïc, tu es le bienvenu. Oui, d'ailleurs, j'ai regardé le profil de Bruno avec lequel je suis connecté sur LinkedIn. Il y a encore du boulot en tant que conférencier pour vraiment exister encore plus sur LinkedIn, Bruno. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, on en a parlé Ouais. hier déjà. Mais bon, ça c'est une chose. Moi, j'avais deux questions. La première, j'ai adoré le livre de Nassim Nicolas Taleb qui s'appelle Antifragile. Bon, il a aussi écrit le signe noir et Skin in the Game, etc. J'ai vu en interrogeant Google que tu avais écrit un article un jour où tu l'avais cité, Nassim Nicolas Taleb. Est-ce que dans la théorie du chaos par rapport à l'antifragilité, est-ce que tu vois de grandes cohérences entre les deux concepts? Et après, je vais Oui. donner la parole à Julien. Oui, alors absolument. Merci beaucoup, Loïc. C'est complètement lié. Nassim Taleb
est complètement à la fois inspiré et un parfait connaisseur des théories du chaos et des théories de la complexité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'antifragilité, un des moyens le plus simple de le décrire, c'est de poser la question, de se poser la question, c'est quoi l'opposé de fragile? Voilà, fragile, en général, on voit bien, c'est un verre, tu le laisses tomber et il se casse. Et en général, quand tu demandes aux gens c'est quoi l'opposé de fragile, pardon, les gens te répondent c'est robuste. C'est-à-dire que tu laisses tomber quelque chose, il ne se casse pas. Ou alors de plus en plus, on te répond résilient. C'est-à-dire que c'est capable de retrouver sa forme ou son état initial. Et en fait, non, l'opposé de fragile, c'est justement antifragile, à ma connaissance. Je ne sais pas si ça existait avant, mais je pense que c'est Nassim Taleb qui a inventé le mot, ou en tout cas l'a popularisé. Quelque chose d'antifragile, c'est quelque chose qui va profiter du choc, qui va profiter de la crise. Et par exemple, les crises sanitaires sont, et c'est affreux ce que je vais dire, mais pour une population donnée, sont des exemples de production d'antifragilité, puisque un virus, une maladie, va détruire les plus fragiles, et Oui. donc seuls vont rester les plus résistants qui, d'après en tout cas les théories de l'évolution, vont favoriser dans leur ADN justement l'émergence d'êtres ou d'organismes plus résistants. Donc oui, absolument. Et je pense que pour moi, un des enjeux, j'ai parlé tout à l'heure d'effondrement ou d'émergence. Pour moi, l'émergence inclut l'antifragilité, c'est-à-dire comment nous pouvons ensemble créer un système qui soit, si je veux utiliser le terme le plus connu, plus résilient. Mais si je veux utiliser le terme qui en fait traduit bien ce à quoi je pense, c'est un système plus antifragile. Alors, nous C'est pour avons... ça que je t'ai posé la question, Bruno. Et autre chose, ton livre Chaos mode d'emploi, par contre, je le trouve pas au format Audible ou même Kindle. Est-ce que c'est vrai? Il n'est pas du tout numérique? Alors, je ne pense pas que en français, il soit disponible en audible. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas posé la question s'il est disponible en format numérique en français. En anglais, il est disponible en format numérique. Il est disponible en Kindle. Merci Loïc. Alors, je donne la parole à Julien maintenant qui souhaitait s'exprimer. Julien, c'est une expérience, c'est un commentaire. Bonsoir. Bonsoir, donc c'était un commentaire, j'ai pris la conférence en cours et je voulais juste réagir sur les derniers propos sur l'accélération du monde et notamment ce qui s'est passé par rapport à la crise sanitaire et la découverte du virus et qu'on a multiplié de façon exponentielle les réactions et les découvertes. Oui. Donc je partage totalement ce constat-là, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le chaos? Si je peux répondre. Alors, Ah oui. ce qu'il y a à voir, c'est, et pour le coup, Loïc, ça doit être la partie manquante de ce que j'ai dit, que je peux résumer en quelques mots. Le chaos, du point de vue scientifique, c'est un état. Et si ce soir, à dîner, aux uns et aux autres, on vous demande c'est quoi le chaos, eh bien, répondez que c'est un état où il y a des phénomènes d'auto-amplification. Plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, plus on est pauvre. Le gagnant emporte tout, the winner takes all. Hein. Si on est le premier sur un marché, on va être de plus en plus premier comme on le voit maintenant. Donc, ce qui est pour moi un indice du fait, pour répondre à Julien à la question, ce qui est un indice du fait que nous vivons dans une phase encore plus chaotique, ce sont ces phénomènes d'auto-amplification. Une crise sanitaire entraîne une crise économique qui entraîne une crise sociale, etc., etc. Donc ces phénomènes d'accélération, d'auto-amplification, ces phénomènes de boule de neige, j'ai pris cet exemple également, sont les caractéristiques, pour ne pas dire une des caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle l'état de chaos en science ou l'état chaotique. C'est clair pour vous, Julien? C'est clair, merci. You're welcome. Gilles André est avec nous aussi, c'est un autre conférencier. J'en profite pour vous rappeler que cette room est organisée, co-organisée par l'association
française des conférenciers professionnels, représentée par Philippe Boulanger, mais par Gilles André également ce soir. Et puis lesspeakers.com, où Éric Blot est avec nous ce soir, qui est un agent de conférencier. Donc Gilles, si tu souhaites intervenir, tu es le bienvenu. Éric de la même façon. Et puis vous toutes et vous tous, vous pouvez lever la main parce que cette room, c'est pas une room de privilégiés, c'est une room assez démocratique où l'idée, c'est de pouvoir échanger les uns avec les autres pour parler justement de ces opportunités qui se cachent derrière la période que nous vivons, où notre invité, Bruno Marion, moine évangéliste, finalement nous dit le chaos, c'est
c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est que pour la plupart d'entre nous, non seulement on n'a pas appris à l'école, mais ça va vraiment chercher des trucs auxquels on a du mal à concrétiser dans notre esprit, puisque c'est à la fois on ne peut pas prévoir et en même temps il se passe pas n'importe quoi. L'analogie que je voudrais prendre, c'est, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà fait du vélo ou de la moto dans le sable. Alors moi, je me souviens parce que la première fois que ça m'est arrivé, j'avais, je sais pas, 22, 23 ans. J'étais à la fin de mes études. Et à l'époque, je faisais de la moto et avec des amis, notre rêve, c'était de traverser le Maroc en moto. Et donc, je pars avec mes amis, Philippe, Franck et Pierre-Alain, et on part traverser le Maroc en moto. Et quand tu arrives pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, dans le sud, c'est là où à certains endroits, on va trouver les dunes, et des dunes absolument merveilleuses, comme dans un film, comme au cinéma. Et donc, moi, je suis super excité. Moi, j'ai passé toute mon enfance en Ardèche. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Ardèche, il n'y a pas de dune, à ma connaissance, en Ardèche. Il y a des collines. Donc, j'arrive là-bas, la première dune, et je commence à vouloir attaquer la moto. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans le sable et mon guidon commence à osciller. Pour ceux qui se souviennent qui étaient là au début, hein, les oscillations. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'il ne faut pas faire en cas de crise. C'est-à-dire que je me concentre sur le guidon, et plus je me concentre et plus j'essaye de contrôler, et plus là, il y a de superbes phénomènes d'auto-amplification. Et là, pour le coup, un bel effondrement, dit autrement, la gamelle ou se casser la gueule. Alors, moi, je suis vexé, je remonte sur mon truc, sur ma moto, et puis, au bout de 3-4 fois, j'abandonne et j'appelle mon ami Pierre Alain, qui lui était un vrai motard, qui faisait de la compétition, des compétitions de cross, et il me donne le secret. Le secret, c'est d'avoir un point fixe. Et tous ceux qu'on fait, alors ceux qui l'ont jamais fait, vous faites gaffe quand même, hein, je ne vois pas qu'il y ait des accidents à cause de moi, mais si vous allez à la plage avec votre vélo, vous allez voir, ne regardez surtout pas votre guidon, ayez un point fixe, regardez droit devant, et comme par magie, et c'est ça l'attracteur étrange, comme par magie, eh bien votre cerveau, votre corps, je ne sais trop quoi, va réussir avec élégance et sans que vous vous en rendiez compte à piloter, à réguler et à vous amener là où vous voulez aller. Eh bien, l'attracteur étrange, c'est ça. Et donc, ayez une vision très claire. Moi, par exemple, au début de la crise, quand je discutais avec des gens, soit individuellement ou des dirigeants, qui pour certains s'en sont très très bien sortis, mais qui à l'époque étaient totalement stressés. Moi, je me souviens de gens j'ai un ami qui a un business qui est uniquement sur Internet, donc il ne fait que envoyer par colis. Et il se dit, mais si jamais on peut plus livrer aux gens, c'est foutu, c'est mort. Finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. Il n'y a jamais autant de gens qui ont commandé et qui se sont fait livrer chez eux, donc son entreprise va très bien. Ce que je disais, c'est quelle est ta vision de l'après? Quelle est ta vision de après la crise? Comment tu te vois? Et vraiment, en tant que personnel, en tant que dirigeant, en tant que père ou mère dans une famille, c'est tous les jours se dire, voilà, tu sais quoi? On va y arriver. Tu sais, je voudrais te raconter une histoire. Moi, je t'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de membres de forces spéciales, de journalistes de guerre, des gens exposés comme ça à des crises un petit peu extrêmes. Ouais. Et un jour, je rencontre mon ami John Peters. John Peters, si tu étais anglais, sans aucun doute, tu connaîtrais John Peters parce que c'est, je crois, un des 7 derniers prisonniers de guerre anglais vivants. Wow. Et John Peters, il est très connu parce que c'est un pilote. Et lors de la première guerre d'Irak, la première guerre du Golfe, son avion, un Tornado, a été abattu. Et il a été capturé par des Irakiens avec son copilote, qui s'appelle John également, John Nicol. Et ils ont été livrés à l'armée irakienne et ils ont été emprisonnés et torturés pendant 7 semaines. Et les Anglais, en tout cas de mon âge, le connaissent parce que les Irakiens ont utilisé en particulier les photos où on les voit totalement torturés dans des états pas possibles, qui ont été publiés dans les journaux. C'est un peu utilisé comme, je sais pas comment appeler ça, monnaie d'échange ou comme moyen de pression en tout cas. Et donc je suis dans un pub à Londres
avec John, et je lui dis, écoute, la question que je pose presque à tous les gens comme ça, qui ont vécu des crises d'incertitude incroyables. Et je lui dis, John, bon, c'était en anglais, mais je lui dis, John, qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir ou de tenir plus exactement, s'il savait pas encore qu'il allait en sortir. Et donc il réfléchit, il reboit un coup, avant, il réfléchit et il me dit, Bruno, c'est deux choses. La première, c'est tous les jours, je visualisais l'après. Et il avait deux enfants, dont un qui venait de naître, qu'il n'avait jamais vu, puisqu'il était déjà parti, il était passé par les bases américaines en Allemagne, et donc il ne l'avait jamais vu. Et donc il dit, voilà, je visualise de mon bébé, mon autre enfant, ma femme, de l'embrasser, mais vraiment quand je visualise, je sens leur peau, je touche les cheveux du bébé, je visualise tous les jours, plusieurs fois par jour. Au moins une fois par jour, quel que soit mon état. J'ai lu son livre après, il a écrit un bouquin qui s'appelle Tornado Down, et j'ai réalisé après par quoi il était passé, qui est absolument effroyable. Et la première chose, c'est tous les jours, je visualisais l'après. Et la deuxième chose, c'est chaque jour, je mettais en place des espèces de routines, des petits rituels qui peuvent paraître tout à fait hallucinants. Je balayais ma cellule, alors quand après, il m'a dit, et que j'ai lu, que des fois sa cellule, c'était un truc de 1 mètre sur 2, dans le noir, il voyait rien, évidemment, il n'avait pas de balai. Mais tous les jours, il mettait en place des espèces de routines, des rituels qui répétaient. Eh bien, mon conseil, en cas de crise, grave ou pas grave, ou simplement dans un monde plus incertain comme le nôtre, eh bien, c'est de faire comme John, de créer son attracteur étrange en ayant une vision très très claire de où on veut être après. Alors après, ça peut être après la crise, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 20 ans, selon ce qui a du sens pour vous, et de mettre en place ces petites routines. D'autant plus que, souvenez-vous, ces petites routines, c'est ce que vous allez répéter jour après jour, qui va, par effet d'auto-amplification, dans certains cas, créer des émergences. J'ai envie sur le rêve. Donc je rappelle, c'est vraiment ce point fixe que tu regardes. Moi, j'ai mon rêve, je le visualise tous les matins. Donc c'est quelques secondes, hein. Enfin, c'est pas 30 secondes, 1 minute. J'ai un rêve à 20 ans, un rêve à 1 an. Donc chaque jour, sur mon site web, je mets par exemple comment avoir ce rêve. Parce qu'il y a des gens, je suis pas le premier qui dit qu'il faut avoir un rêve. Moi, je vous montre, vous pouvez y aller, c'est gratuit, hein, toute une méthode sur comment justement savoir, comment faire émerger les idées dont on a envie. Et moi, j'ai envie de dire, il y a 50 ou il y a 100 ans, on pouvait avoir un rêve et on pouvait aussi ne pas en avoir. Tu sais quoi, même moi, hein, à mon époque, t'étais bon à l'école, tu faisais tel type de terminale. Si t'étais bon, tu faisais tel type de prépa ou autre chose. Enfin, c'était relativement tracé. Tu sais, si t'étais fils de paysan en Ardèche, probablement que statistiquement, t'allais être paysan. Bien sûr, il y en a qui partaient à Lyon ou beaucoup plus loin, mais ça n'était pas significatif du point de vue statistique. Tu pouvais très bien vivre sans un rêve, ta famille, la société en avait un pour toi. Eh bien aujourd'hui, qui peut croire que son enfant va faire le même métier je pense, comme je l'ai dit, à mon petit-fils adoptif, Xander, qui est né aujourd'hui. Si je racontais son histoire, qu'est-ce qu'il va faire dans 20 ans? Mais qui peut savoir? Aujourd'hui, un rêve, c'est indispensable dans ce monde chaotique. C'est comme dans une tempête en bateau, si tu veux. T'es obligé de savoir où est-ce que tu as envie d'aller. Et j'ai même envie de rajouter de manière un peu provocatrice, c'est qu'aujourd'hui, si tu n'as pas de rêve, eh bien, tu risques de te réveiller un matin et de te rendre compte que l'essentiel de ton temps et de ton énergie est consacré au rêve d'un autre, et de te rendre compte que peut-être son rêve n'est pas du tout compatible avec le tien. Première chose, c'est une longue réponse pour répondre qu'est-ce qu'il faut faire en cas de crise. Est-ce qu'il faut savoir Pensez à John, réorienter ayez son un rêve? rêve et mettez en place des routines. Est-ce qu'on doit pouvoir réorienter son rêve? On va revenir sur tes routines à toi après. Mais les rêves, on voit dans ce monde incertain qu'il faut peut-être aussi pouvoir les réorienter un tout petit peu. Ah oui. Et puis je voudrais t'interroger aussi sur autre chose, c'est qu'est-ce que tu penses de dire pensons à nos, et c'est très connu, 3 kiffs par jour. C'est bon ça? Oui, alors absolument. Alors deux questions. Donc la première, c'est
Je me suis perdu avec les 3 kiffs parce que c'est tout à fait un de mes rituels, l'exercice Je te disais, est-ce qu'il faut être gratitude. capable de réorienter son Ah oui, rêve? alors ça c'est un point super important. Bien sûr que dans des périodes turbulentes, incertaines, il faut être capable de réorienter son rêve. Les start-upers parleraient de pivot, d'être capable de pivoter. En vélo, quand tu es dans la dune ou sur la plage, mais tu as parfaitement le droit d'aller où tu veux et de changer d'avis. Mais ce qui est important, c'est de toujours avoir un endroit où tu veux aller, un point fixe. Donc, première chose, oui, il est tout à fait possible et dans certains cas nécessaire de réajuster son rêve. Et puis, c'est la vie. À certains âges, à certains moments de la vie, moi, mon rêve que je lis, par exemple, pour l'année, il m'arrive de le mettre à jour. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui font que je sais pas, par exemple, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je me vois bien passer du temps avec eux dans un an, par exemple. Alors, je les connaissais pas il y a un an, ils risquaient Ouais. pas, il y a une semaine, Mmh. ils risquaient pas d'être. Donc, oui, bien sûr, je t'encourage à réévaluer régulièrement ton rêve. Ce qui est important, c'est d'en avoir un. J'ai même envie de rajouter, c'est la différence avec un objectif. Un objectif, c'est quelque chose que tu veux atteindre, que tu peux mesurer, enfin, etc., etc. Les Mmh. objectifs SMART, pour ceux qui connaissent. Eh bien, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'objectifs. Ce que je vous encourage à faire, c'est avoir des objectifs à court terme. Moi, par exemple, je n'ai pas d'objectif précis à plus de 3 mois. Dans un monde où tout change tout le temps, dans mon cas, alors ça dépend de votre métier, mais dans mon cas, avoir des objectifs à plus de 3 mois n'a pas beaucoup de sens. Au-delà, j'ai des rêves. Ça La nous parle, ça. deuxième chose, c'est une question que tu ne m'as pas posée, mais à laquelle je vais répondre, c'est, D'accord. soit par exemple en entreprise ou dans une famille, est-ce qu'on est obligé d'avoir tous le même rêve? Mais la réponse est bien sûr que non. J'espère bien qu'on va pas tous avoir le même rêve. Ce qui est important dans le cas d'une aventure commune, c'est d'avoir des rêves qui sont compatibles. Ouais. Je sais pas, par exemple, je reprends l'exemple du bateau. Moi, le rêve du capitaine, c'est d'aller à New York. Et même, quelle que soit la tempête, etc., il sait qu'il veut aller là-bas. Peut-être qu'on n'a pas du tout les mêmes raisons d'aller à New York. Maintenant, pour un moment, c'est compatible. Alors, merci pour les 3 kiffs. Ça m'amène à donner quelques exemples personnels. Moi, si je devais prendre, alors moi, évidemment, moi, mon conseil, c'est d'avoir 5 minutes, 5 à 15 minutes de routine par jour. Avec 5 minutes par jour, vous pouvez changer de manière significative votre vie et de manière 15 minutes, vous allez les changer de manière radicale. Et je vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Moi, mes 3, si je devais en conseiller 3, alors la première, bien évidemment, je l'ai déjà évoqué, c'est, tu vas le deviner, j'en suis sûr, c'est je visualise mon rêve, Oui. mes rêves tous les matins. Ça me prend 30 secondes, 1 minute, tous les matins, je visualise. Donc moi, je l'ai écrit, j'ai rajouté des photos, et je le visualise vraiment. C'est comme John. Je visualise, par exemple, j'espère pouvoir être au chaud l'hiver prochain, ce que j'ai pas pu faire cet hiver, mais je visualise vraiment. Je suis au chaud, au bord de la mer, enfin tout va bien. La deuxième chose que je fais, c'est les 3 kiffs de mon ami Florence Servan-Schreiber, c'est l'exercice de gratitude. Chaque jour, je me pose la question pour 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude, ou 3 Ouais. personnes, ou 3 événements. La troisième chose que j'adore, c'est l'exercice de pardon. Chaque jour, je me pose la question de qu'est-ce que je peux pardonner, quelle personne je peux pardonner, moi par exemple. Alors là, vous allez me prendre pour un fou complet, mais par exemple, ça fait une semaine, je me suis fait mal au pied en faisant mon jogging la semaine dernière, donc je pardonne mon pied. Mais tout à l'heure, je vais peut-être me pardonner en me disant, mais Bruno, tu voulais leur dire ça, t'as oublié. Je veux dire, c'est pas grave, Bruno. Tu leur rediras une autre fois. Je voudrais en rajouter, allez, 2 pour te montrer comment des petits changements, et là vraiment je vous invite à essayer, peuvent entraîner par phénomène d'auto-amplification d'énormes changements, l'effet papillon. L'effet papillon, oui. Par exemple, moi, je ne dis plus oui mais, je m'oblige à dire oui et. Quand tu dis à quelqu'un oui mais, il ou elle entend de manière consciente ou inconsciente non parce que. D'ailleurs en logique, là c'est l'ingénieur qui Absolument. parle, en logique Absolument. informatique, oui mais c'est équivalent à non parce Ouais, que. ouais, ouais. Et donc l'autre entend, même si tu ne crois pas dire non, l'autre entend non, non, non. Je t'invite à essayer de dire à la place oui et ça ne veut pas dire d'être d'accord. On a parfaitement le droit de dire à quelqu'un oui
j'entends ton point de vue et je ne suis pas d'accord, je vais t'exposer le mien et je suis convaincu qu'on va trouver une solution et c'est vraiment important pour moi. L'énergie est pas du tout la même. Encore une fois, je vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer. Vous allez voir comment un dîner familial, enfin, sauf avec les ados, hein, avec les ados, il n'y a rien qui marche. Donc, tout ce que je vous dis, ça marche avec les adultes. Hein. Avec les ados, enfin, plus exactement, il y a des fois où ça marche super bien et des fois où ça marche pas du tout. C'est totalement chaotique. Mais autrement, je vous invite mais ça s'est dit, même avec des ados, essayez. Vous allez voir, vous allez obtenir des trucs genre, ah, mais c'est pas possible, j'ai réussi à lui dire ça. Remplacez vos oui mais par des oui et. Un autre truc que j'utilise beaucoup, c'est qu'à chaque fois que je pense ou, je m'oblige à penser et. Le monde d'avant, le monde linéaire, c'est le monde du ou. Il fait chaud ou il fait froid. C'est pour ça que mon thermostat peut très bien marcher pour ceux qui étaient là avec l'histoire du thermostat. Ouais. Le monde d'aujourd'hui, bah ça va tellement vite qu'il fait presque chaud et froid en même temps, tellement que ça oscille et que ça s'auto-amplifie rapidement. Alors bien sûr, on pourra me dire, mais il y a des tas de cas, attends, tu peux pas être en Ardèche et à Paris. Bien sûr. Ce que j'observe, c'est que même quand c'est pas possible, ça m'ouvre souvent à des idées auxquelles j'avais pas pensé. Et puis surtout, j'observe qu'il y a plein de cas où c'est possible. Je sais pas, il y a des gens, ils s'engueulent dans une réunion. Non, non, faut faire comme ci. Non, non, t'as tort, faut faire comme ça. Enfin, des fois, il y a des cas, bah, écoute, on va faire les deux. Essaye pendant 15 jours, essaye pendant 15 jours et on se voit dans 15 jours. Encore une fois, les oui mais heures, les spécialistes du oui mais vont me dire oui mais il y a des cas où ça coûterait cher de faire les deux. J'entends. Ce que je dis, c'est que il y a des cas où on peut le faire et que même dans les cas où on peut pas, ça peut souvent donner des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Essayez Alors, ça. Essayez Bruno, peut-être les 5 trucs. je vais te solliciter sur un terme de vocabulaire, justement, avant de donner la parole à Éric Blot, qui tout à l'heure voulait poser une question. Au niveau du vocabulaire, tu dis le oui, mais. Et en fait, il y a un vocable qui, depuis quelque temps, est assez populaire et qui est un peu un mot fourre-tout. Il y a une expression où on te répond ah, c'est compliqué ou ça va être compliqué. Est-ce que c'est pas une forme de oui, mais? Alors, je vais te redire dans un premier temps, je ne sais pas, je n'y avais pas pensé. Ta question est super intéressante. Euh, Ça peut être, je sais pas, ça peut être simplement pour réfléchir. Et j'entends ce que tu dis, les cas où c'est pas vraiment dire non et où ça peut être un beau oui mais. Parce que dans Oui, le c'est commerce, on bien, apprend mais qu'il c'est faut jamais compliqué. dire non et dans plein de circonstances, C'est on ne dit possible. plus non aux gens. Éric, un petit mot d'intervention, une question à Bruno. Oui, Bonsoir, j'avais une Éric. question pour Bruno. Bonsoir à tous. En fait, moi, j'ai l'impression que depuis 10 ans, j'entends parler de VUCA. Alors maintenant, on dit VICA, mais peu importe. Et que ça vient quand même à l'encontre des pressions financières des grandes entreprises, tu sais, qui avaient l'habitude de faire du plan quinquennal, puis du plan triennal, puis maintenant, ouais, ils arrivent même plus à faire de business plan. Mais n'empêche que les actionnaires demandent des résultats trimestriels. Donc, on pilote les boîtes à 3 ans, alors qu'on pilote sa vie peut-être à 10 ans, 15 ans, 20 ans. On pilote un pays à 5 ans. Et puis, en fait, on se rend compte que là, on pilote sans instruments. Les instruments nous disent plus rien de fiable. Donc, on se retrouve, pour les pilotes d'avion, je reprends cette analogie, on se retrouve un peu dans les nuages, sans instruments, à devoir se démerder. Et puis, il y a que l'agilité, peut-être l'expérience, et puis le fait de pas abandonner, de voir les choses positives et tout ça, qui vont nous sauver la mise. Mais comment font les dirigeants, je parle des COMEX, des boîtes cotées en bourse, pour vivre avec ça? Qu'est-ce qui leur passe dans la tête, toi qui les rencontres, Bruno, de temps en temps? Comment ils écoutent ce que tu leur dis? Comment ils l'absorbent? Comment ils sont d'accord? Quelle communication ils sont néanmoins obligés d'avoir vis-à-vis des actionnaires? C'est un peu cornélien, je trouve. C'est un peu Absolument. ou de l'injonction paradoxale, quoi. Enfin, il y a quand même un truc qui est difficile. J'aimerais pas être dans leur tête ni dans leur fauteuil en réalité. Parce qu'on les attend à la fin de chaque année pour des dividendes, quoi qu'il arrive. À la fin de chaque trimestre maintenant, tu sais, Oui, oui. vraiment les résultats trimestriels sont très impactants sur la rémunération du dirigeant, souvent un peu de son COMEX, et puis de la valeur de la boîte. Et donc, si les actionnaires te lâchent, t'es quand même un peu embêté. Et n'empêche que tu pilotes à vue, et puis tu continues à devoir en com interne, et pour le coup, Christian, t'es bien placé
pour valider ça ou me contredire, il n'y a pas de problème. C'est bien placé pour dire que quand même, là, les présidents, quand ils prennent la parole une fois par an dans leurs équipes, ils leur donnent une vision, tu vois, la grande vision qu'on a Ils tous. sont obligés, oui. Ben attends, il n'y a plus de vision. Enfin, Ouais. on est d'accord que la frontale, elle est claire à 1 mètre devant nous, quoi, pas plus. Absolument, Quoi. ils ont même accepté d'avoir des résultats négatifs. Bruno. Oui, alors je comprends ta question. Le monde que j'observe est beaucoup plus nuancé. J'entends que si tu lis, je vais citer personne, mais tel ou tel journal économique, la concentration va être faite peut-être sur les entreprises dont tu parles. Maintenant, il y a aussi de très grands groupes que je qualifierais de familiaux, par exemple, ou avec des structures d'actionnariat beaucoup plus stables, et ils ont une vision extrêmement différente. Et que la vision à long terme, ils savent, je pense, beaucoup mieux l'articuler avec les turbulences à court terme. J'observe que même les très grands groupes dont tu parles, qui ont effectivement, surtout dans le cas des dirigeants, cette espèce de... Je crois que tu as utilisé le terme de paradoxe, je pense que ça traduit parfaitement, je pense, les turbulences. J'observe que, je sais pas, il y a des trucs, là aussi, des accélérations inimaginables, quand tu vois que les plus grands... je sais pas, on parlait avant d'investissement éthique, et on disait, ou social, on disait, ouais, moi, ça rapporte pas, etc. Aujourd'hui, les plus grands fonds d'investissement exigent des plans de réduction d'émissions de carbone des sociétés dans lesquelles ils investissent. Il y a ne serait-ce que 3 ans, c'était tout simplement pas imaginable. Donc on voit bien C'est le cas de des BlackRock, qui est acteurs, le fonds américain qui est le premier au monde. Hein. absolument, donc des acteurs qui sont des acteurs majeurs, qui ne sont pas des acteurs anecdotiques, qui demandent clairement du long terme, du long terme. Donc oui, à la fois tu as raison, il y a cette espèce, parce qu'ils demandent aussi du court terme. Donc il y a cette espèce de paradoxe. Maintenant, mon rêve là, ma vision à long terme, il y a quand même des gens qui l'avaient beaucoup perdu, qui la retrouvent, qui se rendent compte que oui, peut-être que pour continuer à gagner des dividendes dans quelques mois, dans quelques années, par exemple, il faut encore qu'il y ait une planète, par exemple. Alors, Merci, deux petits mots de Philippe Boulanger maintenant, qui avait levé la main sur Zoom, puisque vous le savez, nous sommes en simultané sur Clubhouse et sur Zoom pour un accès beaucoup plus facile à cette room pilotée par l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, et lesspeakers.com. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, petit Philippe, commentaire es-tu là? d'abord. Allô Oui, mais Houston, ici la capsule, me recevez-vous? oui, oui, oui. Bien. Voilà, On aura oui, Philippe, je Non, non, suppose, dans... Ah si, tu es est-ce que là. tu me reçois? Voilà. On n'a Alors, pas le son, Philippe. On t'a à l'image, mais on ne t'a pas au son. alors, On va... oui, effectivement, voilà, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. À toi. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, effectivement, c'est que j'ai une coupure Internet, ce qui fait que j'ai dû redémarrer mes systèmes. Et donc voilà. Alors, petit commentaire sur le c'est compliqué. Le c'est compliqué, pour moi, c'est quelque chose d'éminemment culturel. Et la raison en est très simple. Quand j'ai transité avec des entreprises comme Apple ou comme Sony, quand on disait c'est compliqué, ben, vu par les Américains ou les Français d'ailleurs, ça veut dire bon ok, ça va être difficile, mais on va y arriver. Et si par contre tu as un Japonais qui dit c'est compliqué, ça veut dire c'est totalement impossible. En fait, c'est la manière de dire non, puisqu'un Japonais ne sait pas dire non, hein, voilà, tout simplement. Et donc c'est une manière de dire non. Alors quand tu le sais pas, tu te trouves face à une barrière culturelle qui est absolument gigantesque, parce que tu vas avoir des gens d'un côté qui vont se dire ok c'est bon, on va morfler mais on va y arriver. Puis d'autre côté, il y a des gens qui disent non, c'est même pas la peine de commencer quoi. Et tant que l'écart n'est pas résolu, et ben tu te retrouves dans une situation qui est extrêmement complexe. C'est le C de VUCA ou de VUCA. VUCA, c'est la version française de VUCA, version américaine. Et donc, l'aspect culturel est aussi un aspect de chaos et de complexité absolument extraordinaire. Le deuxième point, c'est ce que disait Bruno aussi tout à l'heure sur le fait que on se trouvait avec des entreprises avec des patrons à la tête qui devaient gérer à la fois le long terme et le court terme.
Alors j'ai entendu dans les grandes entreprises que j'ai traversées des phrases du genre oui mais tu sais Philippe, le long terme, eh ben il n'existera pas si on n'arrive pas à faire le court terme. Ah. Ouais. Et donc en fait il y a deux phénomènes derrière ça. Il y a le phénomène du CEO, du PDG qui a peur de se faire virer parce qu'il délivre plus le niveau de dividende qu'il avait à fournir. Et donc lui c'est le court terme et c'est sa survie qui en dépend. Et je rappelle que dans notre ADN, on a toujours cet ADN de chasseur-cueilleur qui dit que la survie de l'espèce et de l'individu est extrêmement importante. Donc en fait, c'est sa survie professionnelle qui est en cause. Et donc quand on se trouve avec des dirigeants qui ont en général pas mal de bouteilles, alors on va dire la soixantaine passée, ils se disent bah après moi le déluge. Et là, on a un problème de fond dans la gestion des entreprises. Ce sont des responsables qui finalement n'ont pas cette capacité de préparer le futur de l'entreprise. Donc en fait, on se retrouve dans des situations qui sont encore une fois complexes, et je dis bien pas compliquées, mais complexes. Hein, il y a une très grosse nuance. Hein. Compliqué, c'est une montre, c'est compliqué, hein, c'est répétitif, mais c'est compliqué. Complexe, quand on va intégrer un nouvel événement, et ben on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. C'est pour ça que le complexe et le chaos vont assez bien ensemble. Donc, le gros problème qu'on a, c'est effectivement cette capacité des PDG, des CEO de privilégier le court terme pour leur survie et le long terme pour la survie de l'entreprise. Donc, et là, on a un conflit d'intérêts. Donc, comment on le résout ? Bah, j'ai des pistes, hein, c'est des pistes sur lesquelles je travaille dans le domaine de l'innovation, j'ai des solutions à ça. Faut-il encore être prêt à les écouter ? Voilà. Et ce sont des décisions qui sont pas faciles à prendre parce qu'elles ne dépendent pas que du chef d'entreprise, qui lui-même a Et des non. comptes à rendre. Voilà. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres merci Philippe pour cette intervention. Est-ce qu'il y a vous êtes nombreux ce soir dans la room et c'est le moment du dialogue puisqu'elle va bientôt se terminer. On a le temps encore de quelques questions, de quelques interventions de la part des uns et des autres avant d'envisager le futur et demander à Bruno de résumer son propos. Si vous souhaitez vous manifester pour un commentaire, pour une question, vous êtes évidemment les bienvenus. Quelqu'un souhaite monter on stage et nous dire quelque chose ou poser une question à Bruno. Bien. Alors Bruno, il est quasiment 20 heures. Ce que je vais te demander, c'est un tout petit exercice de résumé et nous dire très très simplement en 2-3 points quels sont les points sur lesquels on doit être attentif dans la situation qui est la nôtre. Et on a bien compris que c'était un peu ce chaos dont tu nous as parlé, pour aller vers quelque chose qui soit, non pas le bordel, parce que le chaos, c'est pas le bordel, mais qui nous donne des raisons d'espérer. Si vous voulez prospérer dans ce monde de plus en plus incertain, à la fois du point de vue personnel, mais également du point de vue familial, du point de vue collectif, et pour ceux qui en ont envie de contribuer à la prospérité de l'humanité pour nos enfants. Je vous rappelle que c'était ça, et c'est toujours ça, moi, qui me fait lever le matin, c'est quel monde on va laisser à nos enfants. 3 conseils. Le premier, c'est ayez une vision. Où est-ce que vous voulez être dans 1 an, dans 10 ans? Partagez cette vision avec vos proches dans votre famille, avec vos collaborateurs. C'est avoir ce point fixe pour ceux qui m'ont écouté dans mes aventures sablonneuses dans les dunes du Maroc. Ce qui va vous permettre de ne pas tomber. Et je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, d'avoir tous le même rêve. Partagez le vôtre et faites en sorte que vos rêves soient compatibles si vous choisissez d'avoir une aventure commune pendant un certain temps. Ayez un rêve, créez votre propre attracteur étrange, soyez clair sur votre vision. Il y a 50 ans, on pouvait ne pas avoir de vision et se laisser porter par les vents et les courants. Aujourd'hui, c'est la tempête. Il faut avoir un phare dans la tempête, avoir une vision. La deuxième, j'ai envie de dire la deuxième et troisième chose, c'est ayez un ensemble de petites routines. Commencez simplement par 5 minutes par jour. Par exemple, les 3 kiffs dont on a parlé, l'exercice du pardon. Lisez votre vision, visualisez votre vision
chaque matin ou chaque soir, si c'est mieux pour vous, ou les deux. Essayez par exemple les oui mais, testez les choses. Enfin les oui et plutôt que les oui mais. Si vous travaillez avec des amis, des collaborateurs, essayez des choses. Par exemple, 30 secondes de silence avant une réunion. Rien que ça, vous verrez ou pas la différence et vous choisirez de garder ou pas cette routine. Ayez un rêve, ayez une vision très très claire qui peut varier en fonction des circonstances. Ce qui est important, c'est à tout instant d'avoir ce point fixe, d'avoir cet attracteur étrange que vous avez créé. Deuxième chose, créez-vous un petit ensemble de petits kits de routines que vous allez essayer de mettre en place 5 à 15 minutes. Ça peut être simplement marcher 5 minutes dans la nature, si c'est ça qui vous parle à vous. Méditer quelques minutes ou plus si ça vous parle. Mettez en place un ensemble de petites routines qui font que, quelles que soient les circonstances, à la fois ça vous apportera de la stabilité et que surtout, un peu comme si, quand on parle d'intérêt composé, eh bien, vous savez, si vous mettez 10 euros à la banque aujourd'hui et que c'est 1% d'intérêt par jour, pas par an, par jour, vous aurez 3600 fois plus à la fin de l'année. Eh bien, imaginez que vous mettez une habitude en place, par exemple l'exercice de gratitude, le pardon, qui fait que vous allez être de meilleure humeur, plus clair dans vos visions, dans vos décisions, que vous allez gagner du temps et plus productif. Eh bien, ces 5 minutes vont vous faire gagner 5 minutes, qui elles-mêmes vous feront gagner 5 minutes, et hop, on a l'effet papillon. Je vous demande pas de me croire, je vous invite à essayer. Bruno, un dernier mot pour te demander une recommandation. Tu as lu des centaines de livres et peut-être même plus. Est-ce que tu pourrais nous en recommander un ou deux? Oui, alors tu l'imagines peut-être, on m'a posé cette question des centaines de fois. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce que si je dois en donner un tout de suite, j'ai des crises d'angoisse de ne pas avoir cité les autres. Donc du coup, lisez mon livre, ça fait un peu pub, mais je serais très content. Le Et chaos si vous mode lisez d'emploi. l'anglais, ça fera moins pub. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et là, pour le coup, vous aurez toute la liste des références que je conseille. Et si vous voulez une liste de lecture que je vous conseille, envoyez-moi un message, un mail. Je suis très facile à contacter et je vous enverrai pour le coup la liste des livres. Et ça sera beaucoup plus honnête. Je vous l'enverrai avec plaisir. Et ça sera beaucoup plus honnête que de faire semblant de te répondre un livre. Bien. En tout cas, merci pour l'effet papillon que tu as provoqué en chacun d'entre nous, de pouvoir se projeter de manière très positive sur le futur. Bruno, c'était un vrai privilège de pouvoir échanger avec toi. Alors, tout n'est pas fini parce que, évidemment, cette room, elle a lieu chaque soir à 18h30 du lundi au vendredi. Et puis, il y a un programme à la semaine. Et la semaine prochaine, Philippe, c'est à toi que je m'adresse maintenant, Philippe Boulanger. Le monde des conférenciers est un peu en effervescence, en ébullition. Que va-t-il se passer pour vous? Comment ça va se dérouler? Alors oui, la semaine prochaine, on a juste notre convention Elevate, alors qui se destine en fait à l'ensemble des conférenciers, mais surtout à l'ensemble des personnes qui doivent prendre la parole en public, qui la prennent de manière professionnelle. Alors ça peut être aussi bien des coachs, des formateurs, des managers, des dirigeants. Effectivement, ils vont apprendre à travers cette convention quelques éléments clés que nous, les conférenciers, nous allons partager avec eux. Donc, cette convention s'appelle Elevate. On peut la retrouver si vous allez sur le site web convention-afcp.com. Donc, je répète, convention-afcp.com. Et bien sûr, j'encourage toutes les personnes qui sont intéressées par la prise de parole à venir voir ce qui se dit. Alors, le thème de cette année, de cette convention annuelle, c'est « Oser la différence ». Oser la différence, pourquoi? Parce que la différence nous permet de ne plus être comparables. On va plus avoir des comparaisons sur le prix. Si par exemple je donne un exemple sur les titres ou la manière dont les conférenciers se présentent, Bruno est un excellent exemple. Le moine futuriste, c'est quelque chose qui est suffisamment différent pour qu'on le note et qu'on le garde en mémoire. Et donc certains conférenciers comme ça ont des slogans.
Donc moi, c'est l'évangéliste de l'innovation, l'innovation evangelist. Donc en fait, en se positionnant comme ça, on est suffisamment différent pour que les gens se rappellent de nous et donc du coup viennent nous chercher parce qu'on sait qu'on est différent. Donc voilà, cette convention, je vous propose de venir la voir et de regarder le programme sur convention-afcp.com. Merci Philippe. Et puis, je le disais, il y a une room chaque soir, du lundi au vendredi. Nous avons déjà le programme pour la semaine prochaine, mais on ne va pas vous le dire ce soir parce que vous l'aurez déjà oublié demain. En revanche, on peut vous parler de demain avec Eric. Eric, le programme de demain, il est un peu particulier quand même. Ouais, le vendredi, c'est ravioli, hein, on a dit ça. Donc en gros, le vendredi, tous les gens qui sont dans la profession de conférencier ou qui achètent des conférenciers, donc les directeurs de la com, les responsables RH, directeurs commerciaux, etc. On se réunit puis on discute un peu de cette industrie qui a beaucoup souffert cette dernière année, mais qui voit quand même un redémarrage. Donc il y a pas mal de conférenciers prestigieux qui viennent le vendredi. Hein. La semaine dernière, on avait Michael Aguilar, Edgar Gros-Piron, enfin des gens qui tournent depuis 15 ou 20 ans et qui connaissent bien ce métier et qui échangent bien volontiers, bien généreusement avec les autres. Et puis moi, en tant que speaker bureau, je vous donne un peu les indications du marché tel qu'on le voit, quoi. C'est ça. Ouais. Typiquement, cette semaine, on a eu une demande par jour, ce qui faisait, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc, Et oui, sympa. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, si vous entendez des clapotis, il n'y a pas un dégât des eaux chez Eric Blo. Non, il est en train d'emprunter le radeau de la Méduse pour essayer de se sauver ainsi que sa famille vers des cieux plus cléments. Voilà. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette room. Un merci bien spécial à Bruno Marion pour avoir éclairé notre soirée et bien davantage, puisque notre regard est tourné vers le futur grâce à toi. Le chaos mode d'emploi, c'est le titre de son livre et c'était un vrai bonheur de partager ça avec vous tous. Bonne soirée et à très vite. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci à Bonne tous. soirée. Bravo Bruno. Bonne soirée.